Salut à tous, les Sacramento Kings, c'est une force émergente à l'ouest en NBA et ça mérite vraiment d'en parler avec des recrues intéressantes qui sont venues comme ça un petit peu renforcer des joueurs d'expérience pour une équipe qui est quand même avec une ossature relativement jeune. On a vu juste à l'écran avant Dwayne Dedmon, le pivot bien solide qu'on avait déjà aperçu du côté de San Antonio puis de Atlanta, qui a signé un joli contrat, ma foi, avec les Kings, à 13 millions environ sur 3 années. Il y en a une qui est en option. On reverra ça après. Il y a Harrison Barnes qui est arrivé des Dallas Mavericks et qui, à la surprise générale, a décliné son option joueur sur laquelle personne ne pensait qu'elle puisse être déclinée, tellement elle était intéressante. Ouais, mais c'est parce que comme ça, il a pu prolonger. Donc les Kings se sont inscrits dans la durée avec Harrison Barnes. Il y a aussi Corey Joseph, on verra juste après, et l'entraîneur Luke Walton qui arrive tout droit des Lakers avec des choses à prouver sur un effectif assez jeune, un jeu offensif sur lequel Walton est connu pour avoir plutôt quelques références, et par contre un jeu défensif sur lequel on attend au tournant des résultats de la patte de Luke Walton, parce que du côté des Lakers, on peut pas dire que c'était réellement l'endroit où l'équipe brillait réellement. Donc bon, il va falloir regarder tout ça de près. Le leader, très clairement le leader de cette équipe, c'est De'Aaron Fox. Il sort d'une saison 2018-2019 juste extraordinaire, parce qu'il avait déjà commencé sa carrière du côté des Kings avec des stats qui étaient corrects, et puis au final il a explosé sur cette saison 2018-2019. Incroyable, hein, c'est éloquent. Il y a même 37% à 3 points, a beaucoup progressé. Il lui reste encore 2 années sur son contrat rookie, ce qui veut dire qu'il sera éligible à une prolongue dès l'été prochain, hein, puisque vous savez, les joueurs peuvent signer une année avant la fin de leur contrat rookie. Joseph et Ferrell complètent la rotation avec un joli salaire, hein, pour Joseph. Est-ce qu'on peut parler de vétéran? Presque, oui, c'est quand même une forme de vétéran, hein. Corey Joseph a apporté des garanties du côté des Pacers. Après, on arrive à celui qui est le deuxième homme fort de ces Kings, c'est Buddy Hield. Alors dans quel ordre avec Bagley, on peut en discuter. Il sort aussi là encore d'une saison vraiment intéressante. Il y a quand même plus de 20 points de moyenne, il y a 5 rebonds, il y a 2 passes et demi, il y a quand même presque 43% à 3 points. Un joli PER pour celui qui s'est vraiment envolé. Il est en contractière en plus, donc il va falloir se positionner par rapport à son salaire. Ça va être intéressant pour la saison suivante. Donc, il y a Buddy Hield qui devra sans doute se voir proposer une jolie extension. Harrison Barnes, on l'a évoqué, sa re-signature, vous avez vu, c'est un contrat dégressif sur 4 ans. C'est intéressant le contrat dégressif, parce que du coup ça laisse quand même un peu plus de flexibilité pour l'équipe dans les années à venir, au cas où il faudrait se renforcer, même si après, quand on va additionner les salaires des gens qui vont devoir être re-signés plus ceux qui sont déjà sous contrat, on va voir que au final on arrivera assez rapidement à une situation entre guillemets bloquée. Donc il faut faire évoluer cette équipe avec un 6ème homme, Bogdanovic, qui est excellent, qui est un véritable virtuose. Après on peut dire que ça défend peut-être un petit peu moins bien, mais c'est déjà offensivement incroyable. Trevor Ariza qui est venu comme ça apporter son expérience. On espère que le 3&D, ancien Rockets notamment, du Heat également, il a fait pas mal de franchises, se relèvera d'une saison un petit peu terne avec les Suns puis les Wizards l'année passée. Il y a quelques jeunes aussi sur lesquels on comptera un petit peu moins. Il y a Nemanja Bjelica par contre, qui est un excellent stretch 4 qui là encore a été sécurisé. Il reste encore 2 années de contrat, donc très intéressant à suivre. Bjelica, c'est une pièce super intéressante. Et on arrive à ce qui peut être considéré comme le 3ème homme fort de cet effectif. J'ai nommé Marvin Bagley, choix numéro 2 de la draft
2018. Donc ça veut dire qu'il a été choisi devant Luka Doncic. Alors là, il faut apporter des choses quand on est choisi devant Luka Doncic. Il y a intérêt à justifier ça et ne pas poursuivre la malédiction de certains deuxièmes choix de draft par le passé. Ça pose aussi la question du partage de ballon pour la suite. Bagley sortait du banc la saison passée, sortait du banc avec des stats tout à fait honnêtes. Il était à 15 et 7,5 environ, hein, points et rebonds. Sur un temps de jeu à 25 minutes et en sortie de banc quasi exclusive. Donc Bagley, cette année, on s'attend à le voir titulaire au poste 4. Avec ses 2m11 mais son manque de musculature, je préfère le voir en 4 que le voir en 5. Surtout qu'en 5, on a Dedmon, dont je vous ai parlé, qui est un vétéran sur lequel on peut vraiment compter. Et en plus, il a la possibilité de pick and pop. Et voilà, vraiment super intéressant, Dwayne Dedmon. Et moi, je donnerais peut-être plus la priorité à Harry Giles, cette espèce de freak qui est assez prometteur, quand même le dire, que j'aurais tendance moi à privilégier par rapport à un Richard Holmes qui est là, qui dans le jeu en plus sur NBA 2K a un joli potentiel. Vous voyez le A là qui est à droite de l'écran, mais pour autant moi je suis plus sur Giles dans le sens où il y a possibilité vraiment de développer ce gars-là. M'intéresse beaucoup le développement des jeunes joueurs dans ce type de franchise. Et donc, ça va nous faire une rotation après, par rapport à laquelle les choses sont assez claires. Vous voyez, il y a de la flexibilité à l'été 2020 en apparence, mais en fait pas vraiment. Ça rejoint ce que je disais juste avant. C'est que la flexibilité est toute relative, parce qu'il va falloir re-signer Buddy Hield et il y a quelques options à activer. Donc au final, il reste plus énorme. La flexibilité, donc un leurre, hein. Il n'y a pas 35 millions du tout. Surtout qu'après, vous savez, vous avez les cap hold qui viennent comme ça surchargés. À mon avis, il vaut mieux essayer de développer ce qu'on a là, plus éventuellement une ou deux retouches via trade, mais certainement pas espérer recruter du free agent, surtout qu'à l'été 2020, ça ne regorgera pas de free agent. Donc j'ai installé un petit peu comme c'est légitime Bogdanovic en 6e homme, en espérant qu'il puisse comme ça apporter des points dès lors qu'il est sur le parquet. J'ai un petit peu zappé Holmes et Ferrell, dans le sens où Yogi Ferrell, je le trouve un peu juste en défense, et du coup c'est moins confortable à jouer sur 2K. Je pense que IRL il aura quand même des minutes, même si j'ai tendance à penser qu'un Corey Joseph va lui passer devant dans la rotation, en tout cas dans un premier temps. Et pour Richard Holmes, c'est pas un délit de sale gueule, c'est juste que je le trouve très très léger là aussi en protection de la raquette, du cercle, et de ce fait je suis pas trop enclin à lui donner la priorité par rapport à Giles qui est au final un peu plus prometteur et en tout cas qui n'a pas de faiblesse supplémentaire, quoi. On essaye de trouver un style de jeu qui colle à cette équipe des Kings, qui était une des 3 équipes qui jouaient le plus vite l'année passée en NBA. Donc c'est ce qu'on appelle le pace, c'est le nombre de possessions jouées par match, par exemple. Là, on peut les aligner sur 48 minutes. Et vous voyez, j'ai pas démarré au tout début de la saison, puisque j'ai récupéré les Kings dans une partie déjà existante. Je vous ai déjà sorti un épisode des Knicks, des Nuggets et des Bulls. Je mène tout ça de front. On aura peut-être les Wolves dans pas trop longtemps pour compléter un petit peu le tableau. Voilà, je contrôle 5 équipes et donc il s'agissait de prendre un petit peu la manette au départ pour voir ce que ça pouvait donner avec ces Kings. Surtout qu'il y a un petit retard de victoire pour une équipe qui quand même pourrait légitimement espérer aller au moins se mêler à la lutte pour les playoffs. Ce sera peut-être encore un petit peu juste cette année, il faudra voir. Mais il y a quand même au moins l'idée de lutter pour espérer aller en playoff. Disons que les Kings, ça pourrait minimum jouer autour des 40 victoires, hein, et peut-être plus si affinité, si pas trop de blessures. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai aussi pris la manette face à une équipe des Suns qui de manière assez inexplicable est bien meilleure dans le jeu que ce à quoi on pourra s'attendre IRL. Alors il faut
quand même noter que sur ce match-là, on avait DeAndre Ayton qui était pas là, et donc titularisation de l'Australien Baines. Voilà, après on a toujours une énorme force de contre-attaque dès lors qu'il y a un stop défensif. C'est assez intéressant, et petites qualités athlétiques aussi qui ressortent pour Giles, pour Bagley. On a le shooter. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau à voir shooter. Rien que la gestuelle, elle est somptueuse pour Bogdanovic. Donc assez excitant. Tout ça, ça mérite d'avancer pour voir un petit peu de quelle manière est-ce que le bilan peut évoluer. Donc on a démarré, on était à 4 victoires pour 8 défaites. L'objectif, c'est clairement d'essayer de revenir à l'équilibre à 50% sans trop tarder. Donc je simule quand même. Après qu'il advienne ce qu'il advienne, hein, c'est pas non plus dramatique. S'il n'y avait pas de playoff cette année pour les Kings, ça ne voudrait pas du tout dire que le projet n'est pas bon. Ça voudrait juste dire qu'il faut peut-être encore laisser du temps à cette équipe, surtout qu'à l'ouest, il y aura une jolie concurrence. Si on met un petit peu en haut de la conférence, on met par exemple les Nuggets, les Rockets. On considère peut-être que les Trailblazers de Damian Lillard seront, quoi qu'il arrive, dans le top 4. En tout cas, c'est quelque chose qu'on peut imaginer. On a tout de suite donc 3 équipes déjà qui sont au-dessus. Est-ce que les Warriors, quand même, n'auront pas les moyens d'être au-dessus des Kings? C'est une vraie question, sur la même division en plus. On en parlera dans pas longtemps dans une preview division. Et bien, tout ça reste à voir. Il y a les Lakers aussi, il y a les Clippers sur lesquels il faut compter, il y a les Spurs qu'on ne peut pas enterrer. Ça fait déjà pas mal d'équipes au final qui ont les moyens d'être devant les Kings. C'est pour ça qu'il n'y a pas non plus à s'affoler. Tiens, on va rentrer en jeu dans ce match-là, parce qu'il y a peut-être quelque chose à aller gratter du côté des Sixers. Des Sixers apparemment privés de Ben Simmons qui est probablement blessé. Et on va comme ça essayer de recoller dans le match. Parce qu'on a encore 2 points de retard à ce stade-là. Défense agressive pour la contestation de la tentative de pénétration de Toby Harris. On égalise sur la contre-attaque grâce à un bon Buddy Hield qui est déposé. Après, voilà, c'est serré. Il faut essayer de jouer sérieusement sur ces moments-là. Avec, hop là, petit hook de Bagley. Bagley, il a pas mal de mouvements en fait dans la raquette, c'est assez intéressant. On va dire que l'adresse à 3 points soit la qualité première de Marvin Bagley, puisqu'il était à 32% l'année passée en saison régulière. 32%, ça reste quand même encore une adresse bien perfectible. Donc c'est peut-être pas vers lui qu'on doit se tourner pour prendre le maximum de shoot à 3 points. Il faut dire qu'on est servi à ce niveau-là, puisque même un De'Aaron Fox à 37%, un Buddy Hield à 43%, un Bogdanovic qui a peut-être fait une saison en demi-teinte au niveau de l'adresse, était à 36% à 3 points, elle est passée. Ça n'empêche pas que moi, je lui donnerai un max de ballons. Et puis en fait, ça suffira. Tout ça suffira pour aller arracher une victoire comme ça du côté des Sixers. Donc il n'était pas au complet, il y a des petites blessures, on a l'habitude. Tout ce qu'il faut en fait avec ces Kings, c'est que le trio Buddy Hield, De'Aaron Fox, Marvin Bagley ne soit pas trop impacté par les blessures. Du moment qu'on en est là, ça devrait être gérable. Toujours la petite cinématique amusante. Je m'apprêtais à jouer ce match contre les Denver Nuggets qui sont une force de l'Ouest. Je m'apprêtais donc à le jouer, j'ai même démarré, je l'ai même joué en entier, juste un petit bug d'enregistrement qui a fait que j'ai perdu les 3 quarts les plus intéressants du match. On avait eu un bon départ, il aurait fait un bon premier quart-temps contre pourtant une équipe assez solide. Voilà, juste la blessure de Gary Harris qui avait été numériquement remplacé par Malik Beasley dans le 5. Opposition clé entre 2 meneurs émergents de la conférence Ouest, Jamal Murray, De'Aaron Fox. Donc c'était plutôt quelque chose d'intéressant. Et puis faut dire dans ce match, on ne pourra pas avoir les images jusqu'au bout, donc je vais déjà le résumer. Un Jokic
assez ultra dominant au rebond, et notamment au rebond offensif, qui nous a fait le plus grand mal. Petit changement de rythme là, hein. C'est vrai que le Dragster Fox est vraiment capable de faire des véritables petits miracles. Sur les pénétrations, si on arrive à sortir Jokic de la raquette, ben, ça permet d'aller au cercle, hein, puisque Jokic ne brille pas par ses qualités athlétiques. Du coup, j'ai simulé en rechargeant, puisque ça avait malheureusement planté, et l'enregistrement, et donc perdu, tout va bien. Perdu, c'était aussi ce qui s'était passé, sauf qu'on avait perdu de très peu ce match-là. Après, continue avec des petites simus, voilà, défaite contre les Bulls, des Bulls décidément pas trop mal évalués par le jeu, hein, faut quand même le dire. Le jeu aime bien les Bulls et leur qualité athlétique, leur jeune à potentiel. Espérons que ce soit un petit peu ce qui nous attend aussi pour les Kings, hein. Et voilà, petite victoire par-ci. Attention, les Spurs, c'est dangereux parce que c'est une équipe avec laquelle on peut être vraiment en lutte et il n'y a pas vraiment de lutte. On l'emporte donc face aux Spurs. Il y a aussi les Mavericks à gérer pour essayer de revenir à l'équilibre. Ce serait pas mal. On est à 10 et 11 à ce stade-là. On est lentement mais sûrement en train de revenir à 50%. Je réduis les minutes de Deadman parce que j'ai vu, vous savez, le petit truc orange là qui indique la fatigue du joueur. Manifestement, les 33 minutes que je lui avais données, c'était trop. Donc on va donner 3 minutes à Reza au poste 4 et 3 minutes à Giles au poste 5. Ok, pas de problème. On adapte tout ça, hein. Et les petites stats sont pas inintéressantes à ce stade-là. J'aime bien classer toujours par minute jouée. C'est la manière de voir un petit peu qui est impactant, mais en fonction de combien il joue, hein. C'est ça qui compte le plus. On voit qu'il y a bien trois forces de scoring, un petit peu avec une quatrième qui est évidemment Harrison Barnes, cinquième force, un quatrième ex-aequo avec Bogdanovic, donc ça va. Tout ça, ça se passe exactement comme vous pouvez l'espérer, je dirais, et voilà. Ensuite avec évidemment moins de minutes pour certains, ça j'en ai déjà parlé, donc voilà. On aborde les Dallas Mavericks sur lesquels il est bon de prendre le dessus, même si je ne pense pas qu'on puisse attendre les Mavs en playoff dès cette année. C'est juste mon avis, hein, ça n'engage pas à grand chose. Victoire inespérée sur les Rockets qui a priori sont une meilleure équipe que les Sacramento Kings, donc c'est pas mal, ça commence à devenir positif au niveau du bilan. Là par contre on va se faire surprendre par OKC, c'est un petit peu ralent de se faire taper comme ça par OKC parce que normalement OKC ça, c'est une équipe que les Kings devraient laisser derrière eux s'ils jouent sérieusement, s'ils n'ont pas trop de blessures, si la saison se passe comme on pourrait s'y attendre, si les réglages défensifs sont correctement faits, si l'équipe ne déjoue pas, hein. Il y a ensuite un match à l'est du côté des Pacers, là encore c'est arraché dans les derniers instants. Ensuite les Grizzlies avant de rejouer les Rockets. On va voir qu'il va se passer quelque chose. Donc les Grizzlies, c'est maîtrisé, ça va. Grizzlies, une équipe talentueuse, jeune, athlétique, dont il faut se méfier à chaque fois qu'on les joue, qui plus est en simulation. Dans NBA 2K, c'est toujours délicat de simuler. Parfois vous avez des résultats un peu surprenants, c'est comme ça. Et on va s'incliner du côté des Houston Rockets avec un coup de théâtre. Cette blessure de Buddy Hield, 2 à 4 mois. Alors j'espère vraiment que c'est plus 2 mois que 4 mois. Parce que 4 mois ça pourrait être super problématique. Ça pourrait un peu nous foutre la saison en l'air. Bogdanovic va récupérer un spot dans le 5 majeur. Et ensuite on va essayer de trouver les moins mauvaises solutions pour le poste 2. J'ai préféré faire coexister Corey Joseph et De'Aaron Fox les postes 1 et 2 par séquence et laisser du coup beaucoup de temps de jeu à Bogdanovic. Faut juste pas qu'il nous pète en vol, hein. On est à 16 et 14, on va rester à ce bilan là pour cet épisode. Donc ça va, on a fait 12 et 6,
quelque part, hein. C'est pas trop mal, ça laisse présager des possibilités, même si il va falloir que Bagley et Fox soient encore plus efficaces en l'absence de Buddy Hield. Et puis surtout, on va espérer vraiment une grosse performance sur les mois à venir de Bogdanovic. Voilà, je vous dis à bientôt pour les suites de ces aventures avec les Kings. Bye bye.